Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 36. Oui, je m'étais trompé, la semaine dernière j'ai dit 36, c'était le 35. Excusez-moi, Soumi. Non. Bravo, super professionnel, on aime. Ouais, ben bonjour, salut Adrien. Déjà bonjour. Ouais, déjà. Enchanté. Vous êtes voilà. Non, mais bien sûr, c'est pas grave, c'est une petite erreur. Moi-même, je ne l'avais pas noté la dernière fois. 35, 36. Oui. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que c'est que Pop News? Pop News, c'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle tous les mercredis dans vos oreilles et devant vos beaux yeux sur YouTube, Dailymotion et ailleurs, dans vos petites oreilles sur les applications de podcast habituelles, mais aussi tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv/p0pnews et tous les jours sur les plateformes de streaming vertical, comme on dit, TikTok, Instagram, YouTube Shorts, enfin bref. On dit bonjour d'ailleurs à nos amis qui nous rejoignent sur YouTube en vertical ce soir même, puisqu'on fait un dual stream. On est au top de la technologie en ce moment, c'est absolument magnifique. C'est le futur, on était partout sur tous les réseaux, maintenant ça y est, on est en vertical. La Gen Z... La Gen Z n'attend que nous, là. À nous le monde. À nous le monde, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait dans Pop News habituellement? On fait une section brève, une section box-office qu'Adrien nous anime, bien entendu. Un gros sujet que cette semaine on a décidé de dédier aux stars. Est-ce que les stars de cinéma, c'est terminé? Est-ce qu'il faut leur dire au revoir? Est-ce qu'il faut leur dire adieu? Ou est-ce qu'il y a encore un espoir pour les stars de cinéma? Et puis, ensuite, on a un radar des sorties que je vous ai concocté. Et enfin, des petites recos de notre côté, visionnage, lecture, tout ce que vous voulez, jeux vidéo parfois. Bref, c'est parti pour Pop News épisode 36. Cette semaine, Adrien, tu commences avec True Detective, saison 5 ou saison 6 peut-être? Saison 5, là on va pas se tromper, c'est bien saison 5, la saison 4 vient de se terminer, saison 4 qui a été un vrai succès en fait pour HBO, qui a enregistré 12,7 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, donc il y a HBO Max maintenant aux États-Unis, et c'est un vrai gros succès, puisque le dernier épisode a attiré plus de 3,2 millions de téléspectateurs, ce qui a été l'épisode le plus regardé de la saison, et c'est une augmentation de 57% par rapport à l'audience du premier épisode diffusé en janvier dernier. Donc vraiment ça a été un gros succès pour la saison 5, pour la saison 4, bah, attention, trop de chiffres. Trop de chiffres. Et donc qui a mené justement à l'officialisation d'une saison 5 assez rapidement par HBO, qui semble très content du travail réalisé par Issa Lopez, tellement content qu'ils lui ont dit tu reviendras pour cette saison 5 puisqu'on a été justement très fan de Night Country, qui a été la saison 4 portée par Jodie Foster et par Cady Race. On rappelle, True Detective est une série d'anthologie dans laquelle c'est un duo de flics qui enquêtent sur un meurtre, des disparitions, etc. Depuis la saison 1 diffusée en 2014 avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, qui est considérée encore aujourd'hui, même après la saison 4, comme la meilleure saison de True Detective. Mais on est content que la série se poursuive parce que souvent ça a été fluctuant, il y a beaucoup d'années qui se passaient entre deux saisons, et donc là, même si la saison 5 est officialisée, on n'a pas de date de sortie pour l'instant officielle de HBO, mais ça devrait pas trop tarder, je pense. Impeccable, True Detective, dont tu nous avais déjà parlé plusieurs fois dans tes recos, mais aussi sur notre chaîne YouTube et Dailymotion. Exactement. Bien entendu. Tout à fait. Je voulais vous faire un petit point sur la série Harry Potter, puisqu'on a enfin eu une nouvelle importante concernant sa date de sortie ces derniers jours. Alors vous savez que HBO, Warner et HBO Max ont annoncé en grande pompe l'an dernier, on vous en avait déjà parlé dans Pop News à l'époque, la mise en chantier d'une décennie entière de séries autour de la saga Harry Potter qui adapterait à nouveau les 7 bouquins de J.K. Rowling. On a appris depuis que J.K. Rowling allait servir en tant que productrice et aurait vraiment les mains dans le cambouis sur cette série. On a désormais appris la date que visent HBO et Warner pour cette diffusion. C'est David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, qui s'est exprimé lors d'un point financier du 4e trimestre à ce sujet. Alors je vous la fais un peu courte, mais ils sont évidemment très enthousiastes. Il était à Londres il y a quelques semaines avec Casey Bloys, qui est le patron de HBO,
et Channing Dungey, qui est le patron de la télé chez Warner. Et ils ont fait un point en fait avec J.K. Rowling et son équipe, et les deux parties sont ravis de relancer cette franchise. Nos conversations étaient formidables et nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce qui nous attend. Nous avons hâte de partager une décennie de nouvelles histoires avec les fans du monde entier sur Max, et nous visons une sortie en 2026. Donc c'est pour dans très bientôt en fait, c'est vraiment tout de suite. Hein. On est en 2024, dans 2 ans il faut que ce soit prêt. On en pense quoi? C'est peut-être mettre un peu la charrue avant les bœufs, non? Je sais pas, parce que je pense que Warner a besoin de ça. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, hein, de Warner un peu plus en détail. Je pense pas que ce soit la charrue avant les bœufs, parce qu'ils vont continuer à surfer sur le succès d'Harry Potter, qui se dément pas en fait. C'est toujours un gros carton. Faire un petit peu oublier les Animaux Fantastiques aussi, qui est un succès en demi-teinte. Voilà. Je pense même pas un succès finalement pour les derniers. Donc non, ça me paraît pas déconnant. 2026, c'est une fenêtre de tir. Ça arrivera peut-être en 2027. Mais à voir justement s'ils n'ont pas de retard. Tu sais, il y a eu beaucoup de retard récemment avec les grèves, que ce soit des scénaristes ou des acteurs. Il peut se reproduire des choses similaires. Mais je suis curieux. D'ailleurs, allez écouter l'épisode qu'on avait consacré à la série Harry Potter au moment où ça avait été annoncé. On en a dit tout le bien et le mal qu'on en pense. Donc on va pas en revenir là-dessus. On n'a pas le temps. Mais toujours est-il que la curiosité prime, et j'aimerais être le premier surpris par cette série. Voilà. On croise les doigts, hein, évidemment. On attend vos retours dans les commentaires de cet épisode à ce sujet. Date de sortie également pour The Boys, saison 4. On l'attendait celle-là. Ça y est, enfin, avec plusieurs teasings qui ont été faits il y a quelques mois, notamment des posters. On voyait Homelander dans une fête sûrement politique avec des cotillons, etc. Là, c'était officialisé avec à peu près le même poster en fait, où Homelander pose fièrement, et enfin une date de sortie le 13 juin 2024, donc là ce 13 juin sur Prime Video. Il y aura 3 épisodes au lancement, puis en fait un rythme hebdomadaire pour chaque épisode jusqu'à la fin de la saison. C'est le cas à chaque fois pour The Boys, c'est toujours la même chose. C'était la même chose pour Gen V aussi, qui était la série spin-off de The Boys il y a quelques mois. On a très hâte. Franchement, moi c'est l'une des séries que j'aime le plus ces dernières années. C'est une série irrévérencieuse, qui n'a pas peur de taper là où ça fait mal. Et non mais voilà, c'est vrai que c'est une série plus ou moins intelligente dans son propos, même si elle y va avec des gros sabots parfois et dans le gore, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire, surtout une année d'élection, qui est quand même l'année d'élection de possiblement le retour de Trump, et on sait que c'est une série qui tacle le Trumpiste et les républicains, avec Homelander, etc. Donc ça peut être super, ça peut être une très bonne saison. Est-ce qu'ils vont jouer sur le côté méta à fond? Peut-être, et je suis curieux de voir ce que ça va donner, quoi. Grave. J'ai peur de la saison de trop perso sur The Boys, mais je pense que celle-ci elle a un socle vraiment très intéressant. Oui. Donc j'ai hâte de voir ça. Le 13 juin donc. 13 juin, ouais. Le film Naruto. Vous en avez parlé il y a quelques semaines, cette adaptation du coup d'un des grands shonen des années 2000 va se faire, et on a une nouvelle information très intéressante et importante, puisque c'est une exclusivité du Hollywood Reporter qui nous dévoile qu'un réalisateur a été choisi pour travailler sur ce film, non seulement à la réalisation, mais aussi au scénario. Il s'agit de Destin Daniel Cretton, qui a été recruté pour écrire et réaliser l'adaptation live-action de Naruto pour Lionsgate, et pour rappel, il a précédemment coécrit et réalisé Shang-Chi et la légende des 10 ans. À savoir... C'est très ok. Oui, c'est... en vrai, quand tu regardes un peu Shang-Chi, tu te dis il y a des ponts quand même sur le côté arts martiaux, etc. Donc pourquoi pas, c'est pas con. Kishimoto, le créateur de Naruto, lui donne déjà sa bénédiction. Il dit: quand j'ai appris que Destin était attaché au projet, il se trouve que c'était juste après que j'ai vu un de ses blockbusters d'action, comprendre Shang-Chi, et j'ai pensé qu'il serait le réalisateur parfait pour Naruto. Il dit: en le rencontrant, j'ai découvert un réalisateur très ouvert et ayant la volonté d'accepter mes propositions. J'ai senti que nous serions capables de coopérer durant la phase de production. Pour rappel, le projet est en développement chez Lionsgate depuis 2015. Donc c'est la première vraie avancée significative autour de cette adaptation live-action de Naruto. Un film, c'est mettre un film juste pour Naruto, je pense que ça va être compliqué. Je sais pas
ce que tu adaptes avec juste un film de 2 heures. Mais écoutez, on verra ça dans quelques années. Je pense que ça sera pas qu'un film, évidemment. Ce sera le début d'une trilogie ou d'une franchise. Mais c'est marrant de le faire en film, d'ailleurs, parce que là, en ce moment, l'habitude, c'est plus de faire des séries. On le voit avec la sortie d'Avatar, le dernier maître de l'air, et puis de One Piece il y a quelques temps. Mais pourquoi pas, parce que je te dis, Shang-Chi était un bon film. Faut voir qui va être casté bien sûr. Dans les rôles principaux. Parce que c'est quand même un monument. Hein. Si One Piece est un monument, Naruto c'est quand même aussi un monument. Quoi. Ouais. Donc à voir. Mais c'est plutôt rassurant sur le papier que ce soit ce réalisateur et qu'il soit adoubé par le mangaka qui est responsable de Naruto. Ouais, c'est clair. Parlant de réalisateur à nouveau, c'est Jurassic World 4 qui vient de choper un nouveau réalisateur aussi. Ouais, Gareth Edwards qui serait en pourparlers pour réaliser le dernier volet de la franchise Jurassic World. On va l'appeler Jurassic World 4 techniquement parce que c'est un peu la suite. Même si ça se trouve ce sera plus Park ou World, ils choperont un nouveau terme pour relancer la franchise. Mais en tout cas c'est Gareth Edwards qui a réalisé Rogue One évidemment. Rogue One chez Star Wars et puis qui a fait Godzilla aussi, un super Godzilla à l'époque. Donc pas un mauvais choix, je pense, de la part des studios Universal pour relancer la franchise. C'est aussi pour remplacer au pied levé David Leitch, le réalisateur de Bullet Train, qui lui, en fait, s'est retiré du projet de Jurassic World, parce qu'on avait annoncé il y a quelques temps dans l'émission que David Leitch était associé à ce projet-là, mais maintenant c'est plus le cas. De son côté, Universal en fait essaye d'avancer assez vite sur le projet et fixe une date de sortie au 2 juillet 2025 pour le retour des dinosaures. À voir si la date tient encore, parce que si on voit qu'il y a un changement de scénario, un changement de réalisateur, ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, on n'en a pas beaucoup plus pour les infos concernant Jurassic World 4, mais on vous tiendra informé évidemment dès qu'on en saura plus. Ils veulent tourner pour juin, donc il va falloir y aller super vite, quoi. Ouais, il va falloir se dépêcher. De son côté, Leitch, lui, on le rappelle, est le réalisateur du prochain de son film Fall Guy, qui est un film d'action-aventure qui est tiré de L'homme qui tombe à pic avec Ryan Gosling et comment il s'appelle déjà, la femme de... Mince, j'ai perdu. On le trouvera, c'est pas bien grave. On coupera au montage? Non, c'est faux. Non, Emily Blunt. Emily Blunt, merci, la femme de John Krasinski. C'est pas bien de dire la femme de, mais là je n'avais que ça. Je n'avais que ça en tête parce que voilà, bref, le cerveau fonctionne comme ça, quoi. Donc voilà, Emily Blunt, donc The Fall Guy qui a l'air très sympa et puis voilà pour Jurassic World. Ouais, très bien pour Jurassic World 4. Il va falloir quand même y aller assez vite. Série Star Wars attendue pour le juin 2024, c'est Star Wars The Acolyte. Star Wars The Acolyte qui a désormais une date, on va dire, présomptive de sortie, puisque c'est Collider qui avait déjà annoncé la fenêtre de tir de juin pour la série, qui annonce qu'à l'heure actuelle, la série devrait sortir le 5 juin 2024 sur Disney+. Alors c'est actuellement prévu, hein. Évidemment Disney et Disney+, n'ont ni confirmé ni infirmé cette information. C'est toujours Leslie Headland qui joue comme showrunneuse, c'est la scénariste et la co-créatrice de Russian Doll. C'est à la fin de l'ère de la Haute République, 100 ans avant la menace fantôme, et ça va être du coup un affrontement frontal avec The Boys saison 4, donc, et potentiellement House of Dragon saison 2, dont on vous parle dans quelques secondes. Ouais, bah alors est-ce que c'est pas forcément les mêmes séries? Non, c'est pas ça, mais c'est pas forcément les mêmes séries, tu vois, niveau affrontement frontal. Oui. Donc bon, le public n'est pas forcément le même non plus. Oui, mais disons que les grosses séries qui doivent sortir courant 2024, j'ai l'impression qu'elles veulent toutes sortir au mois de juin. Oui, il y a un truc où ça tu a l'air, sens que... Ouais, c'est étrange. C'est assez étrange. Ouais. Toutes les séries qui tombent en ce moment, c'est ça. On va avoir beaucoup de choses à dire au mois de juin. Oh là oui. Qu'on se prépare. Ouais, on prendra pas nos vacances au mois de juin, nous. Non, on va les prendre en juillet, je pense, parce que là, en juin, ça va être... Anthony qui pose la question, ce sera combien d'épisodes et un par semaine? Alors en général, les séries Disney+ commencent avec un tir groupé de 2 à 3 épisodes. Ici, je doute que ce soit 3 épisodes parce que... En général, il faut faire en sorte que ça puisse être maintenu sur plusieurs semaines. Et je me souviens plus combien il y a d'épisodes qui ont été annoncés pour The Acolyte, mais s'il y en a que 6, je doute qu'ils en envoient 3. Mais quoi qu'il arrive, il y a un petit tir groupé au départ, et ensuite, c'est une diffusion hebdomadaire. Il y a qu'à se rappeler Ahsoka. Ahsoka, c'est 2 premiers épisodes qui ont été balancés fin août, et ensuite diffusion hebdomadaire jusqu'à fin septembre. Il est probable que ce soit pareil ici pour Star Wars The Acolyte.
Oui, sûrement. Je pense que ce sera la même chose. Exactement. Tu nous parlais un petit peu de Warner tout à l'heure, Adrien. Il se trouve qu'on a eu un gros sujet intéressant chez Variety cette semaine qui dévoile un petit peu ce qui se passe en coulisses chez Warner en ce moment. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est lié à Joker. Ouais. En fait, Warner Bros. A augmenté et significativement augmenté le budget pour la suite de Joker, qui s'appelle désormais Joker Folie à 2, qui porte à 200 millions de dollars de budget contre 65 millions pour le premier film. C'est quand même énorme comme hausse. C'est assez spectaculaire et en fait, ça reflète une stratégie ambitieuse qui vise à rendre le studio plus attractif. Mais pour quelle raison? En fait, c'est en vue d'un potentiel rachat, voire d'une fusion qui pourrait être envisagée dès le mois d'avril. En fait, l'optique pour Warner, c'est de se concentrer sur la signature de talents de premier plan, comme Margot Robbie ou Tom Cruise, parce qu'ils ont beaucoup parlé ces derniers temps, notamment Tom Cruise. Il est très content de pouvoir potentiellement rejoindre l'offre de Warner. Et en fait, ils veulent aussi augmenter leur contenu et leur valeur sur le marché. Donc tout ça, en fait, c'est lié à une stratégie assez large de la part de Warner Bros. Et même de Warner Bros. Discovery, qui est la société mère, pour attirer l'attention et sécuriser des positions avantageuses dans le paysage médiatique. Leur idée, là, c'est vraiment de se reconstruire, de se redévelopper. On sait qu'ils avaient perdu Christopher Nolan il y a quelques années. Désormais, c'est Universal qui bosse avec Nolan. Et Nolan fait un énorme carton avec Oppenheimer. C'est l'un de ses plus gros cartons. Forcément, Warner se dit on a perdu notre poule aux œufs d'or, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là, ils essaient de ramener un Cruise, ils essaient de ramener une Robbie et justement de développer leurs IP, donc leur grosse licence, notamment Joker 2 avec un gros budget. Donc voilà, le but c'est vraiment que Warner se recentre et potentiellement fusionne. Ça se trouve, il y aura des surprises dans les mois à venir. Reste à savoir avec qui. Alors ça fait un moment, évidemment, qu'il y a ces rumeurs de potentielle acquisition de Warner ces derniers mois, ces dernières années. Là, on a vraiment le sentiment que, on fait en sorte de dégraisser tout ce qui est coût trop important pour pouvoir avoir justement une belle position en tant que vendu, mais aussi c'est pas pour rien qu'ils parlent sans arrêt en ce moment de leur franchise avec Harry Potter, etc. etc. Oui. On appelle ça embellir la mariée dans le jargon des acquisitions et chez Succession, etc. Voilà, donc à voir. On suivra ça, bien entendu. Comment ça, non, mais il y aura des choses à dire. Encore une fois, vers le mois de juin, quoi. Ils sont chiants. Bah bien sûr, bien sûr. On va pas dormir. Non, pas. Bah justement, mois de juin. Pourquoi on parle mois de juin? Parce que également HBO a quelque chose de prévu a priori pour le mois de juin. Ce serait la date de sortie de House of Dragon saison 2. Pourquoi mois de juin? Puisque David Zaslav, le PDG de Warner Discovery, encore lui, s'est exprimé à ce sujet il y a quelques jours. Il annonce un programme, l'un des meilleurs programmes de l'histoire de HBO, rien que ça, dans les prochains mois et les prochaines années. Le prochain trimestre, on aura Hacks et House of Dragon, suivi de la série Pingouin de DC et la nouvelle série Dune. Donc tout ça, c'est le prochain trimestre, c'est Hacks et House of Dragon. Le prochain trimestre, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est avril-juin. Avril, mai, juin. Et à remettre un petit peu en contexte, c'est Casey Bloys, du coup, le PDG de HBO, qui avait annoncé en fin d'année dernière que la sortie de House of Dragon saison 2, ce serait au début de l'été 2024. Bon, on s'imagine donc que ça sera ni avril ni mai, mais plutôt juin. Pour House of Dragon. Saison 2, donc ça arrive bientôt. On rappelle 8 épisodes pour la saison 2 de House of Dragon. Il n'y en aura pas 10. Et autre chose, autre sujet important, c'est le spin-off de Game of Thrones qui s'appelle Hedge Knight, ou A Knight of the Seven Kingdoms, puisqu'ils n'ont pas vraiment choisi encore leur titre final, qui est en pré-production en ce moment avec George R. R. Martin, et qui débutera a priori sa diffusion chez Max à la fin de l'année 2025, nous dit officiellement David Zaslav. Donc, on va avoir House of Dragon en 2024, Hedge Knight en 2025, potentiellement House of Dragon saison 3 en 2026, donc a priori ça va faire un petit peu d'avancer sur deux jambes chez Game of Thrones avec HBO dans les prochaines années. T'es content, j'imagine. Ah ouais, moi je suis chaud, évidemment. Tu me donnes du Game of Thrones, moi... Si c'est mieux que la fin de Game of Thrones, moi ça me va. Oui, petit rappel, c'est une news qu'on dit vite fait, mais en fait on a appris récemment qu'ils voulaient... transformer les 2 dernières saisons de Game of Thrones en une trilogie au cinéma, si j'ai bien compris, c'est ça la news qui est passée. Ouais, c'est ça. Finalement, ils l'ont pas fait. Ils ont refusé, c'est ce qui était prévu et en fait HBO a refusé parce que
on leur a dit mais HBO c'est home box office, c'est pas away box office. Voilà, ça reste à la télévision HBO simplement. Ouais. Bon, après il y a eu un film préquel Soprano, hein, sorti. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Ouais. Mais à part, c'est vrai que c'est un truc à part, quoi. C'était pas la fin d'une grande série comme ça, quoi. Et à l'époque, HBO était un peu géré avec AT&T, qui est un grand opérateur téléphonique aux États-Unis, et qui avait demandé à HBO et aux showrunners de Game of Thrones de réaliser des épisodes snackables en vertical. Bon. Bizarrement, c'était refusé aussi. Ouais, bizarrement. Tant mieux. Aujourd'hui, ce serait peut-être pas refusé. De nos jours, c'est vrai que parfois tu regardes des extraits de films, des bandes annonces de trucs sur TikTok, et c'est vertical, quoi. Ouais, c'était un peu en avance. Hein. Bon, bref. Voilà pour Game of Thrones. On parle des Beatles à nouveau cette semaine. Comment ça, les Beatles ? Eh ben, les Beatles reviennent après le documentaire incroyable de Peter Jackson qui a été diffusé sur Disney+. Là, c'est Sam Mendes, le réalisateur de Skyfall et de Spectre et de 1917 aussi, qui s'associe avec Sony et Apple, la maison de disques Apple, donc qui a produit tous les disques des Beatles, pour faire non pas un film, non pas 2 films, non pas 3 films, mais 4 films, un par Beatle, un par membre en fait des Beatles, ce qui est assez incroyable. C'est un projet qui a l'air assez dingue parce qu'en fait l'idée c'est de produire donc un film sur Paul McCartney, un film sur John Lennon, un sur George Harrison et un sur Ringo Starr. Mendes réalisera les 4 films. Quand même, c'est une tâche assez lourde hein, de s'occuper de tout ça. Et c'est la première fois qu'Apple, donc la maison de disques Apple et les Beatles, qui sont encore en vie, Paul McCartney et Ringo Starr, ainsi que les familles de John Lennon et George Harrison, accordent tous les droits sur l'histoire de la vie de chaque Beatles et la musique pour en faire un film scénarisé. En tout cas, 4 films scénarisés. Énorme. C'est juste énorme. Pour les fans, c'est incroyable en fait. Cette news, c'est un peu leur Marvel Cinematic Universe là, c'est quand même assez foufou quoi. Pour lui en fait, Mendes il a une vision dite grandiose en fait. Il voit ça comme des histoires interconnectées, une de chaque point de vue des membres du groupe. Le calendrier de sortie des films sera révélé au fur et à mesure voilà, que le projet avance, et à chaque fois quelques temps avant la sortie des films, mais pas trop en avance non plus. Ils sont en train de justement décrocher des contrats pour des scénaristes qui travaillent sur les films de chaque Beatles. Évidemment, comme le rappelle Deadline, c'est peut-être le projet le plus ambitieux qu'on ait depuis un bout de temps au cinéma, parce que même si Peter Jackson a fait un travail de dingue sur le documentaire, là, en fait, ils vont recréer la vie des Beatles. Et c'est quand même le plus grand groupe de tous les temps, et ça dépasse n'importe quel autre biopic. Donc c'est peut-être le biopic ultime musical qu'ils sont en train de préparer là. Toi, t'en penses quoi de ce projet ? Je trouve ça hyper intéressant et à la fois casse-gueule, parce que je pense qu'il y a certains membres des Beatles qui sont un petit peu moins courus que certains autres. Ringo. Voilà, pour ne pas le citer. Mais en fait, je me pose surtout la question de la diffusion. Tu balances les 4 le même jour, ou tu les balances au fil de l'eau ? Comment tu fais en fait ? Je sais pas, mais je trouve ça cool. Je pense qu'il faut balancer un Ringo au milieu. faut que les gens, voilà. Non, mais tu mets John Lennon à la fin, je sais pas. Ouais, tu mets McCartney, Harrison, Ringo et John Lennon. Tu vois. Parce que je sais pas du tout comment ils vont s'y prendre, mais je trouve que c'est hyper intéressant comme concept. Ou tu fais à chaque fois un diptyque. Ah ouais. Une double feature, tu vois, tu fais un double truc. Ouais, c'est pas bête. Mais si c'est pour une origin, voilà, faut que j'arrête de parler comme ça, c'est pas une origin story, mais il y a un truc de, voilà, tu revois l'enfance et l'adolescence de Paul McCartney. Si tu la vois 2 ans après, elle est pas similaire, mais celle de John Lennon, ils se rencontrent à peu près au même moment. Et tout. Enfin, c'est un peu chiant. Je suis curieux. Je suis très curieux, je trouve ça super. Et Sam Mendes, c'est rassurant parce que c'est quand même un grand réal. Alors, le seul truc, et c'est les gens reprochent ça sur internet, c'est qu'ils ont les accords de chaque membre du groupe et des familles, etc. Ce qui fait qu'en fait, ce sera peut-être très lisse comme biopic, et ça grattera pas où il faut gratter, quoi. Regarde Bohemian Rhapsody. Voilà. Alors, c'est un peu moins le cas pour Rocketman, puisque Elton John a un peu laissé faire. Mais oui, c'est le problème de ces biopics qui sont commandés par la famille ou par les gens eux-mêmes, là en l'occurrence. Oui. Bon, à voir.
Non, mais il y en a jamais vraiment eu, quoi. Il y avait eu Ah non. Across the Universe, qui était un film sympa, Mm. mais qui n'était pas vraiment du tout un biopic, quoi. Ouais. Ouais, j'ai envie, puis j'adore les Beatles, donc ouais, let's go, quoi. Ouais. C'est parti. On va terminer notre section brève avec une section autour de Marvel, comme d'habitude. Mais alors là, on a des informations assez intéressantes. C'est le Hollywood Reporter qui a fait un gros récap des informations inside de ce qui se passe en ce moment chez le MCU. Chez Marvel Studios, on sait que l'année 2023 a été catastrophique, enfin assez calamiteuse pour Marvel Studios, notamment d'un point de vue box-office, mais aussi d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing. On a évidemment perdu la tête de gondole qui était Jonathan Majors dans le rôle de Kang, puisqu'il a été inculpé dans une affaire de mœurs. Donc Marvel doit faire sans lui, et en plus de ça, on a des problèmes du côté du box-office, et Bob Iger, qui est de nouveau PDG de Disney et donc de Marvel Studios, a demandé à réduire la voilure et surtout à augmenter en qualité, puisque c'est un problème qui est assez rampant du côté du MCU depuis quelques années. Alors qu'est-ce qui se passe en coulisses? Voilà ce que nous dit le Hollywood Reporter. Donc depuis quelques semaines, quelques mois, Kevin Feige, donc, qui est la tête pensante de Marvel Studios, qui est en train de recalibrer la direction créative de Marvel Studios en interne, et en gros 2024 a été voulu comme une année pour se consacrer sur soi-même au niveau du studio, d'après une source du Hollywood Reporter. Depuis février, début février, ils ont terminé les reshoots d'Agatha, Darkhold Diaries, qui est le spin-off de WandaVision, qui est prévu pour cet automne. Il n'y aura pas d'autres films que Deadpool 3, dont on a déjà parlé il y a quelques semaines dans Pop News. En général, ils reshootent sur 5 jours. Là, ils ont eu besoin que d'une journée pour reshoot, donc ce qui est plutôt assez engageant sur la qualité de ce qui avait déjà été tourné et sur la confiance qu'ils ont dans leurs produits. Ils ont également recruté Eric Pearson, qui est un scénariste qui a scénarisé notamment Thor Ragnarok et Black Widow, pour retravailler le scénario des 4 Fantastiques, qui doit se tourner cet été à Londres, pour rappel, avec le casting qu'on vous a annoncé la semaine dernière. Joanna Callow, qui est showrunneuse de The Bear, a également été recrutée pour scénariser Thunderbolts. Donc Thunderbolts, c'est un petit peu le Suicide Squad like du Marvel Cinematic Universe, dont le tournage est prévu en mars. Et y a aussi des réécritures qui sont en cours sur les prochains films du MCU, notamment les Avengers, où devait apparaître Jonathan Majors pour réduire le rôle de Kang, voire l'éluder complètement. Donc à ce titre, Avengers Kang Dynasty, qui devait sortir en 2026, va avoir un nouveau titre qui ne parlera donc pas de Kang, et paraît-il qu'il s'en éloignait déjà avant le verdict, surtout après l'échec d'Ant-Man 3, ils se sont dit qu'ils allaient sans doute changer de fusil d'épaule avec Kang. Donc l'objectif, grosso modo, de cette pause, puisqu'en fait 2024, il n'y a qu'un seul film, ce qui est très très peu pour le MCU depuis ces dernières années, ils en sortaient 3-4, c'est un petit peu de laisser les créatifs respirer un peu, mais aussi de donner l'opportunité au public, de donner l'opportunité au MCU de manquer au public. Donc c'est peut-être une bonne chose, à voir si... après, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui sont déjà tournés, en fait. Hein. Donc, s'ils étaient nuls à la base, ils sont toujours nuls parce qu'ils ont déjà été tournés, tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. Bon, à voir. Après, ils prennent les devants, et par exemple, Daredevil, la série, tu vois, ils ont pas hésité à arrêter les frais et à retourner tout ce qu'il fallait pour que ce soit une meilleure série. C'est ça. Parce que ce sera le cas, on verra, mais voilà. Là, c'est pareil, tu vois, ils prennent le temps, je trouve, de poser les choses. C'est ce qu'on dit depuis très longtemps dans l'émission, et c'est ce qu'on veut depuis très longtemps aussi. Ils nous ont écoutés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que Bob et Kevin toutes les semaines, ils ont leur petite transcription de Pop News. Voilà, on les embrasse, bien entendu. Ils parlent français, t'inquiète pas. Et en fait, c'est ça. C'est que moi, ils m'envoient toujours un petit message après l'émission en disant les gars, c'était super. On a beaucoup aimé. You're a great man. Continuez le good work et on va faire les choses. Et voilà, c'est tout, ça a marché. Non, mais en tout cas, c'est cool. C'est cool si Disney peut se poser un petit peu, quoi. Ouais, mais je pense que c'est une bonne chose, parce qu'ils ont besoin de laisser un petit peu reposer tout ça pour pouvoir repartir. Parce que évidemment, ils veulent pas laisser tomber cette poule aux œufs d'or, ce serait trop bête de l'avoir racheté pour au final l'avoir grillé en 10 ans, quoi. J'ai juste un truc à dire à Bob et Kevin, du coup, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, bien sûr, sur notre page Ko-fi. Ouais, eux ils le sont sur la page Ko-fi, ils ont pas hésité. Ouais, non, bien sûr. Et après, ils me disent...
transmets la bonne parole, etc. Voilà, tout Voilà, ça. parle-en autour de toi, parle du podcast. Ce qu'on n'arrête pas de faire, mais bon, voilà. Ça, c'est une mission On le rappelle, vous récupère. pouvez participer à l'émission via des questions euh, en textuel ou bien audio ou même vidéo si vous participez à hauteur de au minimum 1 euro d'abonnement sur notre page Ko-fi. Les liens sont dans les descriptions partout où vous êtes, bien entendu. Voilà pour notre section brève. Adrien, je te donne la parole puisque c'est l'heure de ton point box-office. Exactement, je commence avec le point box-office, avec le film Tout sauf toi, qui continue son succès avec plus de 500 000 entrées au cours de sa 5e semaine d'exploitation en France, et donc il est très exactement à 511 000 entrées. Évidemment, c'est le buzz TikTok qui lui a permis de cartonner, que ce soit à l'étranger et surtout en France, et il pourrait même dépasser les 700 000 entrées dans l'Hexagone. Et au niveau mondial, il a déjà atteint 200 millions de dollars de recettes avec un budget de production de seulement 25 millions. C'est rien du tout. C'est assez monstrueux. Le braquage est là, le braquage est fou. Glenn Powell et Sydney Sweeney ont déclaré très récemment qu'ils aimeraient retravailler ensemble. Tu m'étonnes. Quand tu fais un braquage comme ça, c'est assez fou. Et donc là, ils sont en train de regarder des scénarios tous les deux. Ils s'envoient des petits scénarios en disant tiens, est-ce qu'on ferait pas ça là, etc. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à reproduire l'exploit, on verra, mais en tout cas pour l'instant le film est un énorme succès que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Non, pareil. Madame Web, alors là c'est l'inverse, c'est pas un succès. Sydney Sweeney également. Sydney Sweeney également en second rôle. Bon, on va parler chiffres, on va parler choses qui fâchent. Alors au niveau mondial, Madame Web a fait 77 millions de dollars de recettes, ce qui est très très peu, rien du tout. Aux États-Unis, il a fait 35 millions de dollars de recettes. Et donc c'est vraiment extrêmement peu. Pourquoi ? Parce que le budget avoisinerait en fait les 150 millions de dollars avec le marketing. Donc faudrait que Madame Web fasse entre 150 et 200 millions de dollars pour que ce soit rentable déjà, juste rentable, parce qu'on n'a pas les chiffres exacts du budget. Et pour que ce soit considéré comme un succès par Sony, il faudrait que le film fasse le double de ça, à savoir 350 voire 400 millions de dollars. Donc c'est sûr et certain, le film se rate un four. Non, oui, pourquoi pas. Four. Ouais. Oui, mais non, mais moi je suis comme ça. J'aime bien. Je fais des liaisons, il faut pas. Sera un four évidemment énorme pour Sony. Et est-ce que ça va tuer le Sonyverse ? J'en ai pas l'impression. C'est ça qui est chiant en fait. J'aimerais bien que ça tue le Sonyverse qui est nul, mais non, ils vont quand même continuer avec du Venom 3, Kraven, etc. Si Kraven fonctionne pas, je pense que là il sera peut-être temps de faire. Ils vont continuer, mais à moindre coût, parce qu'ils ont besoin de garder en fait les droits. Oui. Mais bon, là, si ça marche pas, c'est chaud quoi. C'est compliqué. Je poursuis avec la zone d'intérêt de Jonathan Glazer qui lui a franchi la barre des 600 000 entrées à la fin de sa 4e semaine en France et il est déjà à 608 666 entrées, ce qui est énormissime. Le film fonctionne très très bien, le bouche-oreille est excellent. On continue avec Cocorico, avec Christian Clavier qui a atteint déjà le million d'entrées au premier jour de sa 3e semaine, donc vraiment le succès est au rendez-vous pour la comédie française. Par contre, côté comédie française, là ça marche moins bien avec Les Chèvres, porté par Danny Boone qui a démarré très faiblement avec seulement 14 347 entrées sur 557 copies pour son premier jour. C'est vraiment pas beaucoup. Donc là, on sent que la communication a peut-être pas fonctionné, ou en tout cas les gens sont pas chauds pour J'étais même pas se au courant déplacer. que ça sortait. Oui, j'ai vu la bande-annonce passer vite fait en fait, mais c'est vrai que c'est pas incroyable, la bande-annonce donne pas forcément envie. Et enfin, Bob Marley One Love qui lui par contre a réalisé un excellent démarrage en France avec 772 000 entrées lors de sa première semaine, ce qui en fait en fait le meilleur démarrage de l'année jusqu'à présent. Quasiment le million d'entrées en une semaine, c'est oufissime. Un peu pris par surprise, je t'avoue, et je pensais pas du tout que le biopic allait fonctionner à ce point-là, quoi. Bah c'est trop bien. Voilà pour mon point box-office. Merci beaucoup Adrien pour ce point box-office. C'est l'heure du gros sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier aux stars de cinéma. Existent-elles encore ? Faut-il leur dire adieu ? Est-ce qu'elles ont déjà disparu ? C'est un petit peu le questionnement que nous a inspiré une prise de parole de Nathalie Portman ces dernières semaines, puisqu'elle s'est expliquée à Vanity Fair sur ce sujet, en disant que pour elle, en fait, auprès de la jeune génération tout particulièrement, ça n'existe plus, les stars de cinéma. Quand tu leur parles de certaines stars, et bah en fait, eux, ils connaissent pas ce que c'est, ils connaissent beaucoup plus les youtubeurs populaires
que les stars de cinéma. Donc est-ce que la star de cinéma telle qu'on l'a connue pendant des décennies est une espèce en voie d'extinction? C'est un peu ça notre question. Bah, je sais pas exactement parce que, évidemment que les youtubeurs, les twitchers, streamers, etc. ont pris vachement d'importance dans la vie des jeunes. Je veux dire les jeunes. Hein, Les jeunes. J'ai 34 ans dans un mois. C'est une section vieux con, on vous prévient. C'est clairement la section vieux con, mais on peut se mettre aussi à la place des sûr. jeunes. Hein, on va essayer de comprendre leur point de vue. Mais c'est vrai qu'évidemment, aujourd'hui, je pense que dans les chambres des ados, il n'y a plus les posters de DiCaprio, il n'y a plus ce truc, tu vois, de fans absolus, de magazines de fans d'ailleurs qu'on avait aujourd'hui. En fait, ça se passe évidemment sur les réseaux sociaux. Et les stars l'ont compris aussi, ça. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle parle de ça, Nathalie Portman. Parce qu'à une époque, les stars étaient plus discrètes, entre guillemets. Ouais. Il y avait un truc de la star, c'était mystérieux. Il y avait un côté un peu genre, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie, etc. On la voit de temps en temps. Il y a des paparazzis qui la prennent en photo. Mais tu vois, les idoles, c'est ça, en fait. C'est comment tu crées du mystère autour de ta personnalité, de ta personne, etc. Et c'est la même chose pour la musique, hein. Les grandes stars de ciné, de musique, etc. Alors, la musique moins, mais tu vois, il y a un côté... Les réseaux sociaux sont pleinement intégrés par les stars de cinéma. Prends Will Smith, par exemple. Will Smith ne fait que ça. Il est tout le temps sur les réseaux sociaux, à se mettre en scène, sur YouTube, etc. Et donc, en fait, il n'y a plus ce manque de se dire, tiens, bah, je l'avais oublié, c'est vrai qu'il était là et il avait fait ce film-là il y a 2 ans, qu'est-ce qu'il devient? Ouais, mais ça, c'est une star, tu vois, c'est un truc, on sait pas qui c'est. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ça, à part quelques irréductibles, et je pense notamment évidemment à Tom Cruise, qui a toujours gardé sa vie secrète, même si évidemment... à une époque un peu moins quand même. Hein. À une époque un peu moins, mais c'était mis en scène. En fait, c'est ça que je veux dire aussi, voilà. C'est que c'était calculé. Tout était vraiment calibré. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de calibrer une communication. Et donc forcément, quand t'es une star, t'es obligé de plus te livrer parce que les gens demandent ça. Les gens veulent plus le mystère. En fait, ils veulent tout de suite savoir ce que tu penses sur telle chose. Je vais pas rentrer dans un truc politique, loin de là. Mais tu vois, par exemple, il y a eu le conflit israélo-palestinien. Il y a énormément de stars qui ont pris parti. C'est un truc qui n'existait pas vraiment avant. Parce qu'on l'attend aussi maintenant. Parce qu'on l'attend maintenant. Complètement. Mais en fait, est-ce que à l'époque, tu vois, un Nicholson, je prends des stars américaines, mais tu vois, un Nicholson, un Marlon Brando, etc., auraient ouvert leur gueule en disant, moi je veux faire ci, je veux faire ça, je veux nanana. Pas forcément, tu vois, et en fait, on leur demandait pas non plus, c'était des stars de cinéma parce que c'était des stars de cinéma, quoi. Je sais pas. C'est vrai que sur la politique et la politisation de tout cet univers-là, de plus en plus on pose ces questions-là. Quand tu regardes les conférences de presse à Cannes, les journalistes n'ont pas vraiment des questions sur les films. Non. Souvent. Donc on est souvent en quête de la petite phrase de tiens, telle actrice, elle a donné tel avis sur telle chose, machin et tout. Je reviens sur ce que tu as dit sur le côté réseaux sociaux. Je pense qu'on est vraiment entré dans une nouvelle ère, c'est l'ère de la micro-célébrité, que grosso modo, en fait, qui est accessible à peu près à n'importe qui sait manier à peu près un algorithme. Tout le monde est capable de choper 10, 20, 30 000 abonnés sur Instagram, si tu sais à peu près comment t'y prendre. Donc là-dessus, en fait, tout le monde est potentiellement micro-célèbre. Est-ce que, du coup, ça n'a pas amoindri l'aura des personnes célèbres, on va dire, sur la catégorie 1 ? C'est possible aussi, dans le sens où, oui, bon, bah... oui, c'est une star de cinéma, fait bon, moi j'ai 100 000 abonnés sur Instagram, tu vois. Il y a ce truc-là aussi. Je pense que maintenant, les célébrités sont plus accessibles partout, dans le sens où bah, tu les vois sur des Reels Instagram, tu les vois dans des TikTok, tu les vois montrer ce qu'il y a à l'intérieur de chez eux, comment ils se comportent avec leurs enfants, parfois tu vois même leurs enfants, c'est beaucoup plus diffus, et en fait tu te rends compte que on a beaucoup plus accès aux coulisses que ce qu'on avait avant. C'est un choix aussi de communication de la part de ces stars-là. Hein. Donc forcément, alors tout le monde ne le fait pas.
Mais, Mais t'as pas remarqué que justement ceux qui ne le font pas, ou celles qui ne le font pas, Mm. c'est celles qui restent un peu justement au-dessus du truc et qui restent des stars en fait. En tout cas pour moi, prends DiCaprio, on sait pas ce qu'il fait. Mhm. On sait pas ce qu'il fait, à part que quand il dit je vais me déplacer pour justement défendre la lutte, tu vois, environnementale, etc. Tu sais pas ce que fait un Brad Pitt. Techniquement, Mhm. tu sais pas vraiment ce qu'il fait, quoi, à part ces histoires de gosses et de trucs où ça parle, tu vois. Mais voilà, mais c'est pas lui, tu vois, qui. Et en fait, tu sens que c'est des vieux de la vieille, c'est un peu les derniers. Ouais. Mais la nouvelle génération, ceux qu'on a vingtaine, trentaine, etc., parlent plus, quoi. Parlent Ouais, plus. ouais, ouais. Après, il y a aussi, c'est quoi cette définition de star? Parce que Oui. est-ce que, est-ce que c'est une personnalité qu'on va voir, peu importe dans quoi elle est, auquel cas il y en a plus, même Tom Cruise. Oui. Puisque Tom Cruise est aussi capable d'avoir ses échecs au box-office. On l'a vu l'an dernier avec Mission Impossible 7, qui est en dessous de ce qu'a certes fait un carton, mais qui est en dessous des attentes. Il y a du coup, c'est ça aussi, cette définition-là, qui est toujours un peu nébuleuse. Une star, qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est... Et souvent, à une époque, on allait voir le dernier Bruce Willis. On allait voir, je sais pas moi, le nouveau Sylvester Stallone, des choses comme ça, tu vois. Tu disais, t'allais au box-office, justement, là où t'allais acheter tes billets, tu disais, tu donnais même pas le nom du film, tu disais, je veux aller voir le nouveau film avec Brad Pitt. Ouais, tu veux dire que c'est plus porteur, le nom d'une star ne porte plus vraiment un film où il y a Je pense qu'il y a maintenant tellement de facteurs qui font que qui sont nécessaires pour faire sortir les gens de chez eux, que une star n'est plus suffisante pour légitimer un déplacement en salle. Regarde Dune par exemple. Ouais. Dune qui est vraiment le film rempli de stars. Ouais. Qu'est-ce qui te fait aller voir le film? En tout cas, je pense qu'il y a une bonne partie de la population va voir le film parce qu'il y a Chalamet, parce qu'il y a Austin Butler, parce qu'il y a Zendaya, parce qu'il y a tout ça. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population, elle en a rien à faire de la science-fiction et de Frank Herbert, tu vois. Ah oui, non, mais je suis bien d'accord. Mais c'est évident. C'est évident que c'est voilà. c'est une portion congrue des gens qui vont voir Dune 2. C'est pas forcément les fans de Dune et les fans de science-fiction, on est bien d'accord. Justement, ces films-là ont besoin d'attirer le grand public, et ce grand public, bah, tu l'attires encore par des truchements, on va dire, habituels. C'est les avant-premières fastueuses au Grand Rex, à Londres, à Mexico, tout ça. Et par un casting qui, pour le coup, là, est impressionnant, bien sûr. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, je sais pas. Non, pas forcément. Pas forcément, il y a des contre-exemples là-dessus, mais c'est intéressant parce que elle, dans son interview, elle dit aussi que c'est un peu un art, le cinéma, qui devient un peu moins cool, entre guillemets, de ce que je comprends. Et moins populaire. Et moins populaire, en fait. Comme si... Et c'est là où j'arrive pas à la comprendre vraiment, parce que pour elle, comme si les réseaux sociaux, Twitch, avaient remplacé le cinéma. Je sais pas trop ce qu'elle veut dire en fait par là, quoi, parce que le cinéma en fait peut toujours être regardé chez soi et peut toujours être voilà. Le problème vient peut-être du trop plein de contenu qu'on a. Ah bah ça oui. En permanence, et donc du fait, et tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, avec Marvel, du fait que des fois il faut savoir laisser reposer un petit peu le truc. Quand tu vois qu'un Chalamet par exemple, on le voit tout le temps là cette année. Il fait Wonka, il joue dans Dune, il est partout. Austin Butler, il y a très peu de temps dans Elvis, cette année dans Masters of the Air, là il est dans Dune 2, etc. En fait, tu sens que c'est fait exprès pour qu'on te dise ça c'est des stars, regarde là c'est des stars, elles sont trop bien, c'est des stars. Ouais. Et je ne nie pas qu'elles ont un talent, ces stars-là, et que elles sont douées. Mais des fois, je suis content de me dire tiens, j'ai pas vu cet acteur-là depuis au moins 2-3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Genre, DiCaprio, il fait ça en fait, il s'en fout, mais parce qu'il a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Mais à la fois, est-ce que les gens vont vraiment voir le film de DiCaprio? Je pense quand même. Ça dépend lesquels, hein. Ces dernières années, je pense que ça va quand même, il fait des bons choix, donc. Ouais, bien sûr. Ouais, si, ça va quand même. Mais il y a aussi eu ce phénomène, et ça dure depuis des décennies, de la star un peu jetable pour Hollywood. Je pense à Sam Worthington, c'est le premier qui m'est venu en tête, où comme par hasard il était dans Avatar, donc il fallait absolument le faire tourner dans des plus petits projets et des projets pour capitaliser sur sa personne. Je pense à l'attaque des Titans, au choc des Titans, pardon, pas l'attaque.
Je pense à l'homme là, Man on the Ledge, sur Oui. le mec qui est Ok, oui, oui. le thriller où il va se jeter du haut d'un immeuble. appartement, d'un immeuble. Ouais. Bon, et en fait, tu te rends compte que tout ça c'est extrêmement éphémère. Et que les seules vraies stars qui restent encore, c'est les stars qui ont construit de bout en bout leur filmographie. Ouais. Et je pense que pour le coup, alors il n'en est pas à ce stade-là parce que bah, il est le produit de sa génération, mais Timothée Chalamet, pour le coup, s'engage un petit peu dans cette direction-là. Où pour le coup, il fait vraiment très attention à au projet qu'il accepte. Mais étant donné que c'est un petit jeune, entre guillemets, il a d'autres cordes à son arc en termes de communication qui font qu'il est peut-être un petit peu trop proche encore des gens pour être une vraie star au sens ancien du terme. Je sais pas. Et en fait, je pense que c'est très compliqué. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté communication. Aujourd'hui, ça doit être très dur de s'isoler et qu'on ne parle pas de toi. Ne serait-ce que les affiches, je regardais un reportage super intéressant l'autre fois sur les affiches et notamment sur Dune. En fait, tu sais, toutes ces affiches moches qu'on a aujourd'hui où il y a plein de personnages. Oui, je déteste ces affiches. Elles sont horribles, mais en fait, tout ça, c'est une question de droit, en fait, c'est une question de contrat. Et en fait, si Timothée Chalamet, sa tête est plus grosse que les autres, c'est parce que c'est le premier rôle et donc en fait, les autres doivent être un petit peu plus petits, etc. Mais en fait, tout ça, nous, on s'en rend pas compte, mais en fait, à Hollywood, c'est tout un bordel. Et en fait, eux, ils ont besoin de se montrer, ils ont besoin d'être visibles tout le temps. C'est une affaire d'ego aussi. Hein. Et c'est une affaire d'ego en plus. Même, je pense que si t'as pas d'ego, t'en as forcément un petit peu dans ce milieu, t'es obligé. Et au-delà de ça, et bah, ils doivent se dire non, je ne peux pas vivre sans le regard des gens, donc je suis obligé de m'adapter aux nouvelles technologies, donc d'être sur TikTok, donc d'être sur Insta, donc de communiquer, de parler, même des fois si c'est pour pas dire grand chose, et voilà. Et ça me manque, je trouve, de sincérité, quoi. Tu vois, tu sens que des fois c'est des stars qui arrivent bien, mais c'est le gros problème auquel on est confronté toutes les semaines quand on prépare le conducteur de Pop News, c'est que souvent tu te rends compte qu'on te monte en épingle des choses qui sont en réalité ne sont pas des infos. Et donc c'est un peu ça qu'on essaie de trancher dans le vif chaque semaine pour vous, c'est de vous présenter ce qu'on juge comme les informations les plus valables. Il y a un autre truc avant qu'on conclue que je voulais aborder, c'est que vous aurez remarqué depuis tout à l'heure quand on parle de stars, on n'a pas évoqué de nom féminin. Et ça c'est un truc qui est assez impressionnant depuis des décennies, c'est que pour l'instant, enfin, on fait assez peu confiance à des grandes têtes d'affiche féminines, et je pense que c'est un peu en train de changer, notamment grâce à Barbie et à Margot Robbie, qui elle a une aura importante. Tu vois, l'article dit bah si, Nathalie Portman, mais Nathalie Portman, c'était quoi son dernier premier rôle depuis Black Swan? Premier rôle elle a fait... Ouais, parce que May December, c'est un second rôle. Ouais. En fait, il y en a pas ou plus, ou quasiment pas, des femmes autour desquelles on crée des projets. Et pour l'instant, la seule que je vois à l'heure actuelle, c'est Margot Robbie. Parce qu'elle a eu Birds of Prey, Harley Quinn, elle a eu Barbie, bien sûr, et ça va continuer, puisque... Même Zendaya, elle arrive à apporter un film. Zendaya, pour l'instant, elle n'a pas eu son film autour d'elle. Non. Et Sydney Sweeney, tu sens que ça peut venir. Ça peut pas tarder pour le coup. Comment il s'appelle ce film un peu indé qui est bien. Je sais plus, bref, je retrouve. Mais encore une fois, c'est pas grand public, tu vois. Mais un film grand public porté par une femme. Déjà bienvenue en 2024, hein, c'est compliqué, non, mais c'est ça, hein. Mais oui, je suis entièrement d'accord. Et donc c'est important de le souligner quand même. Complètement. Zendaya, elle porte Euphoria. Oui, mais alors, non. Je parlais de... Déjà, c'est un ensemble, hein, Euphoria. Hein. Oui, et je parlais pour le coup de film, puisque je trouve que du côté film, c'est beaucoup plus compliqué que du côté série, en l'occurrence. Parce que les budgets sont pas les mêmes. Bah, évidemment. Oui, non, mais là, par exemple, si tu parles série, il y a eu... on en parlait en début d'émission, True Detective, porté par deux femmes, avec une showrunner femme. Donc évidemment, c'est très féminin, c'est super, et ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que côté film, bah là, c'est plus compliqué, quoi. Mais la série, des fois, ça peut être un peu aussi le brouillon de ce qui peut se passer au cinéma, quoi. Et c'est cool. Donc moi, j'adore voir que c'est porté... Et derrière, il y a
tu le sens, quand tu regardes des séries, il y a de plus en plus de réalisatrices, notamment, Oui, qui bossent sur des séries, parce que tu sens qu'elles ont plus de place, en fait, et ah bah, plus c'est évident. d'espace pour s'exprimer. C'est évident. Niveau des femmes, des castings, je n'aurais pas donner des chiffres, mais par contre, ça se voit au générique. Regardez les génériques, Ah il y a oui, énormément de femmes qui bossent et sur tant des mieux, séries, et c'est trop bien, et c'est trop cool. clairement. Mais au cinéma, c'est vrai que c'est moins le cas. Même si là, tu vois, au César, on le voyait très récemment avec les cérémonies, Justine Triet, tu vois, qui... En France, c'est ça, on en a pas parlé, Justine Triet, donc réalisatrice Ouais. d'Anatomie d'une chute. Adèle Exarchopoulos, tu vois, en France, Mhm. je trouve, peut porter, et elle l'a fait un peu, Oui. tu vois, avec Rien à foutre, elle peut porter des films. Oui, Je c'est pense, vrai. tu lui files un premier rôle, je suis sûr qu'elle peut porter un film Oui. sans aucun problème. Oui, complètement. On a, je trouve, en France, des actrices qui peuvent porter. Virginie Efira le fait. Je suis super On a d'accord. Virginie Efira, tu vois, qui le fait. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est plus compliqué. Mais en France, par contre, faut pas oublier la France, et il y a beaucoup d'actrices qui peuvent. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Complètement. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire du coup autour de ce gros sujet sur les stars de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous ça dans les commentaires. Où que vous soyez, on vous lira tous, bien entendu. C'est l'heure du radar des sorties, Adrien. On va faire un petit Dis-moi peu tout. le point sur ce qui sort cette semaine. Il y a plein de trucs. On parle de Dune depuis tout à l'heure et ça y est, c'est enfin le moment pour Dune partie 2. On va enfin arrêter de t'en rabattre les oreilles, J'ai Adrien. hâte. Quoique non, tu vas nous en parler dans ton pas box-office pendant des semaines. Ouais. Ça sort le 28 février, c'est toujours un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, et bon, juste vite fait, le pitch, c'est Paul Atreides qui s'unit aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Voilà, et la première partie est toujours en salle, hein, de mémoire. Oui, là, Elle il est y a eu une ressortie. ressortie, ouais. Je suis pas allé. Exactement. Ouais. Moi non plus. Côté streaming, 4 sorties que je voulais vous noter, notamment celle-ci que j'attends particulièrement, c'est ma prio de la semaine perso. C'est Shogun, qui sort le 27 février sur Disney+, avec Hiroyuki Sanada. Le pitch, c'est en l'an 1600 au Japon, le seigneur Yoshii Toranaga lutte pour sa survie alors que ses ennemis du Conseil des Régents se liguent contre lui lorsqu'un mystérieux navire européen est retrouvé échoué dans un village de pêcheurs voisins. Et c'est adapté du roman éponyme de James Clavell. Sur Canal+, on a la sortie d'Anatomie d'une chute, enfin, en SVOD, qui sort le 27 février sur Canal+. Pour rappel, le pitch, c'est une enquête pour mort suspecte est ouverte après la chute d'un père de famille dans son chalet, et 1 an plus tard, le fils assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. Rien que ça. Magnifique. Le 1er mars, on arrive déjà en mars, hein, sur le radar des sorties. Sur Netflix, je vous propose Fury, avec Marina Foïs et Mathieu Kassovitz. Le crime organisé parisien est contrôlé par 6 familles et seule la Fury maintient la paix entre elles, plus pour longtemps. En quête de vengeance après la mort de son père, une jeune femme se retrouve prise dans la toile de la Fury, gardienne de l'ordre au sein du crime organisé parisien. En gros, c'est John Wick, mais avec Marina Foïs. Ouais, j'ai du mal à y croire. Bon. La suspension d'incrédulité fonctionne pas trop, mais ouais. Voilà, je voulais quand même vous le noter. Toujours sur Netflix, c'est aussi le 1er mars. C'est réalisé par Johan Renck, qui est un réalisateur qui a travaillé notamment sur Tchernobyl. C'est un film qui s'appelle Spaceman avec Adam Sandler et Carey Mulligan. Le pitch, c'est au bout de 6 mois d'une mission solitaire dans l'espace, un astronaute commence à se rendre compte que la femme qu'il a laissée sur Terre pourrait bien ne pas l'attendre à son retour. C'est à ce moment-là qu'il fait connaissance avec une créature extraterrestre qui tente de l'aider à comprendre ce qui s'est passé. En gros, c'est Marriage Story, mais dans l'espace. Non, peut-être pas, mais t'as vu la bande-annonce ou pas? Ouais, j'ai vu. Ouais, ça a l'air bien, hein, ça a l'air Ouais, cool. franchement, Ça a l'air barré, j'ai mais très ça a envie l'air de regarder. Ouais, Et pareil. la créature extraterrestre, c'est Paul Dano qui lui donne sa voix. Ouais, et elle a un design flippant. Ouais. Bah, c'est une araignée, quoi. Oui, bah moi ça me fait peur. Attention aux arachnophobes, voilà. Exactement. Et une sortie d'importance en jeu vidéo à vous noter, c'est Final Fantasy VII Rebirth, qui sort le 29 février sur PlayStation 5 uniquement. C'est la suite du remake de Final Fantasy VII, un des RPG les plus appréciés de tous les temps. Et toi, tu l'attends beaucoup, parce que je crois que tu te fais prêter une PlayStation 5 pour l'occasion. Si tout va bien, on me prête la PlayStation 5. Mais voilà, faut que je renvoie des messages. Mais normalement, oui, c'est bon.
De toute façon, je vais pas foutre Envoyez-nous grand une chose la semaine prochaine. PS5. Envoyez-nous une PS5, voilà. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah bah, Final Fantasy VII, ouais, j'ai vu il y a des premiers tests qui sont sortis. Atomium, qui est un YouTuber jeu vidéo qui est super. En fait, on a parlé sans spoiler, sans rien. Il a dit que ceux qui avaient adoré le 7 à l'époque vont adorer, mais il y a un côté extrêmement méta dans le jeu. C'est une super relecture du jeu. J'ai extrêmement hâte d'y jouer, quoi. Et son point fort à lui, c'est ce qu'il dit, c'est ce que j'avais adoré dans le premier, dans le remake, c'est la musique réorchestrée. Et apparemment, c'est encore incroyable, quoi. J'ai très hâte. Grave. Et je pense que si j'ai la PS5, je vous en parlerai en reco, évidemment. Bien sûr. Justement, parlons des recos cette semaine, puisque on a 2 petites recos à vous faire cette semaine. Adrien, je te propose de commencer. Ouais, alors ma reco, c'est une série qui est sortie sur Netflix la semaine dernière, qui s'appelle One Day, qui est tirée d'un roman. Je n'ai plus le nom de l'auteur, tu pourras peut-être le retrouver pendant que j'en parle. Et qui a aussi été adapté en film au début des années 2010 avec Anna Thaouet et Jim Sturgis, qu'on ne voit plus trop d'ailleurs, cet acteur est anglais. Je n'avais jamais vu de film, je connaissais pas le bouquin, et puis je vois ça passer, c'est une pote qui m'envoie un message. Vas-y, je t'en prie. David Nichols, merci. C'est une pote qui me dit tiens, il y a cette série, ça te dit pas là, de commencer genre à distance, un truc que je fais jamais, une watch party quoi. Et je vais vas-y, c'est parti, on regarde. Et en fait, j'ai été pris dès le début. J'ai fait mais c'est pas si cucu que ça en fait comme série. Je pensais que c'était une série un peu romantique, mignonne sans plus comme en fait non, c'est très bien. L'histoire de One Day, c'est une rencontre en 1988. La date précise, c'est le 15 juillet. C'est 2 étudiants qui se rencontrent en fait à la cérémonie du diplôme, le soir de la cérémonie des diplômes. Ils ont vécu en fait 4 ans à Édimbourg sans jamais se parler à l'école et dans les couloirs de l'université. Et le soir, ils sont en train de boire des coups, ils se rencontrent et ils s'échangent quelques mots. Ils vont passer la nuit ensemble. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant 20 ans, ils vont se retrouver à des moments de leur vie, évidemment. Mais la série suit exclusivement un jour par an de leur vie, jusque dans les années 2000, je sais plus quand est-ce que ça se termine exactement, mais bref, voilà. Et donc en fait, on passe du 2e épisode qui est en 1989, ensuite le 3e épisode en 1990, etc. Mais toujours le même jour, toujours un 15 juillet. Et donc évidemment, ils sont à des points différents de leur vie, et à un moment, ils sont en train de bosser, peut-être que dans 3 épisodes plus tard, ils ont perdu leur boulot, mais ils ont rencontré quelqu'un, etc. Voilà. C'est super, c'est une histoire d'amour, d'amitié, de comment on évolue aussi dans la vie, et évidemment en plus, ça se passe dans les années 90, une grande partie de la série. Donc on retrouve toute cette ambiance très cool des années 90 où on s'appelait soit au tout début des années 90 avec des téléphones fixes, puis au fur et à mesure il y a les téléphones portables qui apparaissent, et puis ils découvrent le fait des ordinateurs, etc. Enfin tu vois, il y a plein de trucs. Et une BO super avec franchement à chaque épisode 1 voire 2 morceaux qui cartonnent de ces années-là, parce que ce qui est cool c'est qu'ils choisissent un morceau de l'année en question pour illustrer l'épisode. Et je l'écoute vraiment pas mal, cette BO, elle est super. On a les Velvet, on a pas mal de chansons. Il y a New Order, il y a des grands noms en fait dans cette BO. Et à la fin, je vais le dire, j'ai chialé quoi. Non, c'est beau. J'ai lâché ma petite larme qui va. J'ai même lâché plus qu'une larme. J'étais pas bien. Ouais, vraiment. Non, franchement, je m'y attendais pas. J'ai fait oh là là, merde. Donc voilà, c'est une super série. C'est une super série. Les épisodes sont. Il y a beaucoup d'épisodes. Il y en a 14, je crois, mais c'est des épisodes courts de 20-30 minutes. Donc ça va. Mais allez-y, foncez. Ouais. One Day, c'est sur Netflix du coup. Exactement. Vous pouvez regarder ça, et ça me donne super envie, ça me fait penser un petit peu à du Linklater dans l'idée. Tu sais, Dans l'idée, oui, avec Boyhood, où tu vois la vie de... Ouais, c'est ça, ouais. Et au niveau des acteurs, ils sont tous plus ou moins connus, et même si le mec, en fait, a joué dans White Lotus, saison 2, il joue l'un des jeunes qui sort avec l'assistant, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu la série, ça ne parlera pas, quoi. Mais voilà. Très bons acteurs, 2 très bons acteurs. Moi aussi, j'ai une petite reco à vous faire côté Netflix, et ce n'est pas Avatar, le dernier maître de l'air, parce que j'ai regardé qu'un seul des épisodes. Il s'agit d'une série documentaire sur le foot. Oui, le foot. Il s'agit de Sunderland, envers et contre tous, en français, Sunderland Till I Die en anglais. J'ai l'impression d'avoir déjà parlé de cette série, mais bref. Je vous en parle parce que la saison 3 est sortie mi-février. Et qu'est-ce que c'est que cette série documentaire ? Alors au total, maintenant, il y a 17 épisodes, puisqu'il y a 3 épisodes de plus avec la saison 3. C'est une série qui suit le club de football de Sunderland, qui en fait, en 2017, est relégué de la Première Ligue
et en 2018 est relégué du coup du Championship, donc passe en 3e division. Et donc ça devient absolument un scandale absolu pour la petite ville de Sunderland, qui ne fait que respirer et vivre pour son club de foot. Et c'est assez incroyable parce que c'est une série qui suit évidemment les coulisses de ce club, mais aussi des personnages hyper intéressants qui sont les supporters de ce club, et qui sont des supporters qui ont vécu les hauts et les bas de ce club, et qui sont évidemment abonnés à l'année et qui font les déplacements tous les week-ends, qui vont voir les matchs dans le stade et tout, et en fait tu les vois petit à petit se déliter c'est parce que tu te rends compte que quand tu passes de la 1re division à la 3e division du championnat anglais, c'est quand même chaud quoi. En combien de temps? En 2 ans. Wow, en l'espace de 2 ans. Et donc tu vois que, évidemment, c'est des gens qui déméritent pas, les joueurs ont envie, les managers ont envie, les supporters ont envie, mais en fait, c'est un peu une série qui suit des losers mais bien intentionnés. Et c'était de l'assaut en vrai ou quoi? Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et alors du coup, il se trouve qu'ils avaient arrêté de filmer à l'intérieur, parce qu'il y a la première saison, c'était 8 épisodes qui étaient sortis en 2018, la deuxième saison, c'était 6 épisodes sortis en 2020, et la troisième saison, ils ont attendu 2024 pour s'en occuper. Et en fait, ces 3 épisodes qui suivent, je crois que c'est la saison 2021, puisqu'ils se sont dit, attends, il se passe quelque chose du côté de Sunderland, on va peut-être y retourner. Et c'est justement une période où ils partent en play-off et ont peut-être l'espoir de remonter dans le championnat de la Division 2. Donc voilà ce que ça traite, et c'est trop drôle parce que ma meuf qui est pas du tout fouteuse ou quoi que ce soit, a regardé le 3e épisode avec moi, et en fait, elle a commencé à regarder, elle me dit qu'est-ce que tu regardes? Je fais bah vas-y regarde. Et en fait, elle a regardé de bout en bout le truc parce qu'elle a été happée par le truc, et à la fin, elle en a lâché sa petite larme, et j'étais là en mode ah oui, donc, tu vois, c'est que ça fonctionne quoi. et donc ouais non franchement, alors c'est assez rapide, hein, c'est 40 minutes d'épisode, donc vraiment voilà, ça se fait. Combien d'épisodes par saison? En fait, ça a été différent à chaque fois, 8, 6 et 3. Donc au total, il y en a 17. Et je pense que c'est une bonne idée d'en avoir fait que 3 sur cette saison 3, puisque au final, c'est quand même un peu tout le temps la même chose. Les attentes déçues, les attentes peut-être vont être répondues. Donc non, c'est intéressant. Moi j'ai bien aimé, et ça m'a fait plaisir de les retrouver. Alors je sais pas, je pense que ça sera la dernière saison, mais ça m'a fait plaisir de les retrouver. Et puis en fait moi j'ai du mal à voir le côté fanatique du footeux, mais ça me permet de comprendre un petit peu quelles sont les clés de ce truc. La petite ville un peu industrielle où les gens en fait ils vivent que pour ça, c'est assez passionnant en fait à voir. Ah ouais, non mais c'est social en fait, il y a un truc social qui est incroyable. Complètement. C'est passionnant. Mais il y avait aussi dans le même genre le show de Ryan Reynolds après avoir racheté le club de Wrexham. Wrexham, bien sûr. Qui est super intéressant aussi, parce que c'est des gens qui viennent d'un milieu, dans mes souvenirs, il y a une mine pas loin, enfin voilà, il y a des choses comme ça, c'est des mineurs et tout, donc ouais, c'est des petites gens, c'est des gens qui ont pas que ça dans la vie, mais disons que ça les drive énormément au quotidien, quoi. Donc c'est beau de voir quand ça marche et tout, quoi. Ouais. Exactement. Donc voilà pour nos recos de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, puisque c'est déjà la fin de cet épisode 36 de Pop News. On vous laisse avec une mission, bien entendu. C'est liker partout où vous nous voyez, commenter partout où vous nous voyez, particulièrement chez Dailymotion. Bonjour Dailymotion. Salut Dailymotion. Vous pouvez faire ça, évidemment, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Si vous êtes toujours là et que vous êtes toujours en train de nous écouter, c'est qu'a priori ça vous plaît. Donc allez-y, lâchez l'abonnement quand même, ça ferait plaisir. Ouais. Et on a dépassé les 10 000 abonnés sur YouTube. Ah ouais. On est même à 11 000 là, on est plus de 11 000 abonnés là. Ouais, ça c'est le travail d'Adrien qui paye à fond. Eh oui. Donc allez-y, ça fait super plaisir, merci à tous. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, on a un serveur Discord où on discute avec les gens de façon plus libre, donc n'hésitez pas à rejoindre tout ça. La page Ko-fi est toujours ouverte, vous pouvez vous abonner et nous donner quelques petits deniers, ça nous fera très plaisir. Et puis parler de nous autour de vous, et Twitch, tous les lundis à 20h30, bien entendu. On vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Salut tout le monde.
Salut.